Du coup, Bérangère Rousselot-Payet, vous êtes psychologue clinicienne et docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Vous êtes profondément convaincue de l'intérêt de mêler les disciplines et les approches, comme le montre votre position actuelle de maîtresse de conférence en neurosciences au département d'études psychanalytiques de l'Institut des humanités, sciences et sociétés. Vous êtes directrice pédagogique de licence et vos sujets de recherche sont tournés principalement autour de l'enfant autiste, sur le débat nosographique et la construction de modèles d'étiologie multifactorielle et sur l'étude des dispositifs de prise en charge, avec un intérêt particulier pour les familles, l'alliance thérapeutique, la compréhension du vécu corporel et la sensorialité de ces enfants autistes. Vos sujets de recherche s'intéressent également aux maladies somatiques à expression psychiatrique, avec là encore la prise en compte des familles et de l'alliance thérapeutique, avec une approche intégrative et de santé publique. Alors bonjour à tous, merci Anna pour cette invitation, pour cette très chouette journée dans ce lieu magnifique. Mon titre c'est Patients en commun et regards croisés, et lorsque j'ai choisi mon titre, je me suis d'abord dit qu'il était assez évident. Plus de regards sur le même patient égale plus d'informations sur lui, ça semble aller de soi, et aller dans le sens du bénéfice du patient, et donc de celui du soignant. Et puis je me suis souvenue de la dernière équipe pédagogique que j'avais fait dans un collège, il n'y a pas longtemps. Et je me suis rendu compte que finalement, l'évidence n'était peut-être pas si flagrante que ça pour tout le monde. Alors, ce croisement de regard qui renvoie à cette notion dont on parle depuis ce matin d'interdisciplinarité, dans le champ médical, dans notre cas en pédopsychiatrie, ça va être la démarche d'évaluation diagnostique qui va s'apparenter à une enquête, par exemple. Un raisonnement à tâtons, où on va d'indice en indice. Cette démarche, elle est teintée d'incertitudes, concerne notamment la part imprévisible de l'évolution de la pathologie et de ce fait des différents destins développementaux des enfants. Et cette notion d'incertitude constitue la part difficilement intégrable pour le narcissisme du soignant, je voudrais dire du sachant, car elle nous renvoie directement à notre doute. En effet, en philosophie, on définit l'incertitude de l'homme en tant que, je cite, état d'esprit d'une personne qui hésite à croire à la réalité d'un fait, à la vérité d'un jugement, ou qui hésite à adopter et à maintenir une ligne de conduite. Hésiter, réalité, vérité, jugement. Or, face à nos patients, nous ne pouvons nous offrir ni le luxe de l'hésitation, et en ce sens, ni celui de l'incertitude. Alors, pour répondre à cela, la science moderne a trouvé une parade. Celle, comme le dit la jolie formule d'Antoine Bioy, de l'appel croissant au protocole de soins, aux textes réglementaires et législatifs, qui pourrait donner l'illusion que des stratégies de contrôle permettent d'éliminer cette fameuse incertitude. La psychiatrie ne serait ainsi rien d'autre qu'une névrosée obsessionnelle. Alors évidemment, tous ces protocoles ont un sens et sont des outils qui peuvent être précieux à notre enquête. Cependant, là, il y a un écueil à éviter, celui de l'outil comme mécanisme de défense du soignant. L'outil ou l'échelle obsessionnelle, on pourrait dire. Et oui, à l'instar de l'obsessionnel qui va déplacer la part non maîtrisable, la part débordante d'un conflit psychique sur une action qui lui donne une illusion de maîtrise, les différents partenaires pourraient avoir tendance à se replier sur ce qui le voient dans leur champ disciplinaire. Le défi de l'interdisciplinarité se joue sur plusieurs espaces. D'abord, le fait que le symptôme se doit d'être contextualisé. Prenons l'exemple de l'énurésie du jeune enfant, un symptôme délicat car il renvoie encore à des représentations difficiles pour les partenaires mais aussi pour les parents. Alors en effet, face à ce symptôme, la mère d'un enfant peut se dire que son petit est en difficulté à l'école et elle fera comme toutes les mères, elle culpabilisera de le laisser si longtemps à l'étude le soir. Le père, quant à lui, comme tout bon père, se dira peut-être qu'il est trop autoritaire ou pas assez, alors qu'il ne voulait pas reproduire le schéma familial. Mais ce ne seront pas les seuls à s'interroger. Il va y avoir à ce moment-là une déferlante d'hypothèses qui va commencer. Pour la maîtresse, c'est un enfant immature. Pour l'hypnothérapeute, c'est un syndrome post-traumatique. Pour la neuropsy, il est HPI.
TDAH. Pour l'orthophoniste, c'est un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Pour le pédiatre, l'uropathie spécifique, il faut lui donner du desmopressin. Et pour le kiné, c'est évidemment une hypotonus du périnée qu'il faut rééduquer. Je vais peut-être m'arrêter là, mais j'ai trouvé d'autres étiologies tout à fait fascinantes que je laisserai peut-être à la data mystique. Ce que cela signifie, c'est que le symptôme parle à notre cadre de référence. Et que si on s'arrête à ce cadre, on va avoir une image tronquée, une image en 2D. En effet, le symptôme a cette fonction, celle de montrer, de dire quelque chose que l'on ne peut pas dépasser. Autrement dit, on peut l'assimiler à un moyen d'expression. Et si on se penche à plusieurs sur ce même symptôme, nos regards croisés vont permettre cette vision en 3D. En dézoomant, on peut avoir les mêmes considérations pour le diagnostic en pédopsychiatrie. L'exemple qui m'est venu immédiatement à l'esprit, c'était celui des réunions de staff de l'équipe du Centre référent autisme de l'hôpital Necker, pour lequel j'ai travaillé pendant 15 ans. En effet, nous nous réunissions une fois par semaine pour échanger sur nos observations sur des enfants évalués dans un dispositif appelé Petit Groupe. Avait été nommé comme cela à sa création, un petit groupe d'observation d'enfants assez jeunes présentant des symptômes autistiques. Bien que ce groupe fût complété dans le temps par la mise en place de bilans orthophoniques, psychologiques, neuropsychologiques, psychomoteurs, génétiques, neurologiques et si besoin somatiques, le petit groupe restera intitulé le petit groupe pour nous. Chaque enfant bénéficiait donc de ces 4 après-midi d'observation en groupe, couplés le matin avec les différents bilans dont je vous ai parlé. Lors de nos réunions de synthèse, chacun des professionnels donnait tour à tour leurs conclusions du bilan. En dehors de cette salle, nous avions du respect les uns pour les autres et une réelle reconnaissance de nos compétences mutuelles. Cependant, régulièrement, nous nous confrontions sur ce que nous avions observé qui pouvait créer entre nous une sorte de clivage. La psychomotricienne avait entendu un enfant répéter 1, 2, 3, hop en écholalie, alors que l'orthophoniste qui avait sollicité sur le plan du langage pendant 1 heure cet enfant n'avait eu comme réponse rien. Et puis lors du bilan psychologique à l'aide du PEP, qui est un matériel assez ludique où les demandes sont détournées, l'enfant avait réussi à dénommer quelques mots, à imiter le chat. Qui avait raison? Inversement, dans le groupe, face aux autres patients dont certains pouvaient se montrer très démonstratifs dans leurs symptômes, un des enfants se montrait tout à fait inhibé. Là, seul avec l'orthophoniste, il pourra montrer des compétences interactionnelles tout à fait adéquates. Et oui, nos patients ont plusieurs facettes et ils peuvent effectivement les montrer ou non en fonction d'un contexte, d'une personne et même d'un moment. Tous nos collègues et moi-même redoutions le créneau de 11h30, car aller demander à un enfant autiste de se mobiliser pour un bilan quand il vient de faire un EEG ou qu'il commence à avoir. Alors les griefs entre nous ne duraient pas, évidemment, très longtemps, mais parce que ne pas voir la même chose signifie que l'enfant ne nous montre pas la même chose. Et c'est une information en soi, et rien de plus. Mais pour que ce simple constat soit possible, il est nécessaire que l'institution aille bien. Alors déjà et surtout, parce que la politique de notre service était la politique de l'interdisciplinaire au sens propre. Toutes les disciplines étaient présentes et dialoguées. Et le respect des propos de chacun dans sa discipline n'était pas approuvé. Il faut se rendre bien compte dans la clinique de l'évaluation de l'autisme que nous partons d'un postulat qui est un petit peu différent de celui du bilan habituel de l'enfant tout venant. En effet, lorsqu'il s'agit de faire une passation des plus standardisées pour les patients tout venant, afin que nous puissions après comparer les résultats à une norme, l'enjeu du bilan psychologique chez l'enfant autiste est un peu différent. Il s'agit de faire une photo de ce que l'enfant peut faire, quoi qu'il en soit, quelles que soient les adaptations nécessaires. La finalité étant de donner vraiment des pistes de ce qui émerge ou peut émerger chez l'enfant et comment il arrive à se mobiliser sur ce genre de tâches. Alors le moment du bilan pour les enfants très autistes que nous observions est forcément très variable. Les tâches sont toujours les mêmes, mais leur administration peut être vraiment différente. Ainsi, on peut se retrouver avec le fauteuil de l'enfant, il est assis sur nous, dos à nous, mais un dos, et on le sait grâce à Geneviève Hack que c'est un prérequis pour parfois l'interaction avec les enfants autistes. Nous présentons les objets dans un ordre aléatoire en fonction de ce que l'enfant peut recevoir. Assis sur la petite table, assis au bureau, par terre, allongé, et même parfois sur le bureau, l'idée étant de suivre le rythme et la capacité de montrer de l'enfant. La métaphore du serrurier me plaît beaucoup, particulièrement face à un enfant dont on ne connaît a priori rien. Il faut trouver dans le temps du bilan la clé pour interagir avec lui et obtenir de lui la mobilisation de ses compétences.
Alors certaines clés, ce qu'on appelle les clés de secours, marchent à coup sûr. Les bulles, le bâton de pluie ou encore les objets sonores ou mécaniques avec les enfants autistes. Ils constituent effectivement une valeur sûre à l'entrée en bilan pour remobiliser l'enfant, mais ne sont pas souvent suffisantes. Et ainsi, partager ces clés, c'est-à-dire partager les réussites, mais également les difficultés et les échecs vécus dans un bilan entre nous, permet de gagner, entre professionnels, beaucoup de temps. Par exemple, savoir que l'enfant est intolérant à la séparation et que lors du bilan orthophonique de la semaine dernière, il a pleuré tout au long et n'a rien pu montrer sur le plan du langage, va nous permettre, à nous, dans le bilan psychologique, de d'emblée ne pas tester la séparation. Les parents seront présents pendant la totalité du bilan et pourront même prendre part à la passation. Voir qu'un enfant peut réaliser une tâche si elle est demandée par sa mère, mais pas si la personne vient d'un étranger, c'est une information en soi. Et l'objectif à travailler par la suite sera donc de généraliser des compétences dans différents lieux de vie de l'enfant. Autre exemple, l'enfant a fait un accrochage aux bulles durant le bilan psychologique, parce que oui, c'est une clé qui marche vraiment trop bien parfois. On va le dire à la psychomote qui sortira les siennes qu'à la fin de son bilan. Nous avions pris l'habitude donc de réaliser ces bilans en binôme, ce qui peut paraître un luxe, mais qui ne l'est pas vraiment, parce qu'en effet, esquiver les coups des hétéromutilations, protéger des automutilations, coter les réponses, éviter que l'enfant mange la pâte à modeler ou s'échappe du bureau, repérer ce qui se passe le moment où on a le dos tourné pour sortir du matériel, etc., etc. Ce sont quelques exemples des enjeux de la passation à deux, en mouvement permanent, comme dans une chorégraphie, nous avait dit un jour une stagiaire. Les stagiaires, un troisième regard. Au début de leur stage, ils nous font souvent le même retour. Ils ne savent pas où regarder, qu'est-ce qui est important. Et peu à peu, en fonction de leur propre sensibilité, eux aussi vont nous apporter des observations riches et intéressantes. Et dans ce sens, il est important pour nous de les encourager à assister à tous les pans du bilan. Donc à aller observer le rôle de l'orthophonie, du psychomote, le petit groupe, et aussi le rendez-vous de restitution. Et d'ailleurs, nous aussi, nous nous invitions à participer au bilan des uns des autres. Outre une meilleure connaissance des tâches effectuées par nos patients en commun, cela pouvait également être dans une dynamique de complémentarité. Par exemple, l'orthophoniste pouvait assister au PEP pour recueillir à travers la passation du PEP des informations dont elle avait besoin et qu'elle n'avait pas pu recueillir pendant son bilan. Si le moment s'y prêtait, hop, dans une interlude, elle glissait une ou deux épreuves à elle. Puis nous recommencions le bilan sous forme de jeu. La neuropsy pouvait elle aussi être amenée à venir coter une échelle comportementale durant notre passation, et vice-versa, si le niveau de l'enfant permettait de tester une part plus projective, la neuropsy me voyait arriver avec la mallette du cénotest à la fin de son bilan attentionnel. Cette politique d'interdisciplinarité concerne à la fois les bilanteuses, mais également les médecins, notamment les internes et externes qui pouvaient venir assister au bilan afin de mieux appréhender de quoi il s'agit lorsque nous évoquons les différentes épreuves en restitution. Le rôle du psychiatre, en effet, c'est celui de faire la synthèse de l'ensemble des bilans, et sans une connaissance précise de ce à quoi ses collègues sont confrontés, cette synthèse peut se révéler incomplète. Alors ce dispositif, tel que je vous l'ai décrit, il semble idéal. Évidemment, il a demandé énormément d'énergie pour le mettre en place et énormément d'énergie pour le maintenir. Comme l'a évoqué tout à l'heure M. Gols, l'autisme autistique, et nous étions tous très pris par une intolérance au changement. Alors évidemment, être reconnu dans sa spécificité, très certainement, protège quelque chose du narcissisme et évite la montée en puissance d'une rivalité qui n'a aucunement sa place. Ce constat devrait être d'une grande banalité. Toutefois, aujourd'hui, en tant qu'enseignante à l'université, je m'aperçois que c'est aucunement une évidence. Les étudiants que nous avons en supervision de stage nous relatent assez souvent les, je vais le dire gentiment, querelles disciplinaires qui peuvent confiner parfois à des guerres ouvertes dont les patients sont évidemment les principales victimes. L'interdisciplinarité ne se confine pas à la tolérance de l'existence d'autres disciplines. Je le spécifie parce que parfois, ça pourrait sonner un peu comme ça. La très courue approche intégrative n'a d'intégrativité que si l'on pense l'ensemble des approches et que si on les fait dialoguer entre elles avec cette idée, peut-être farfelue, mais à laquelle je ne peux m'empêcher de croire qu'elles se répondent assez parfaitement bien. Toutes nos disciplines sont liables et dans une lecture en bonne intelligence, elles servent de passion. Pour lister mon propos, je vais vous parler d'un petit garçon autiste que j'ai eu la chance de suivre dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker. Une thérapie qui a duré longtemps, à raison de 3 fois par semaine, et vous l'entendrez certainement à la lueur de mon contre-transfert, qui a été assez fondatrice
dans mon devenir de thérapeute d'enfants autistes. Alors lorsque je rencontre ce petit garçon adressé par le professeur Goll, je suis d'emblée assez médusée. C'est un enfant très silencieux qui ne regarde aucunement l'autre, qui ne prend aucunement l'autre en considération. Il tournoie sur lui-même ou fait tournoyer les objets avec une agilité assez impressionnante. Je l'observe et même mettre un temps infini à pouvoir entrer en relation avec lui. Il va progresser quand même à partir d'un certain moment, je vois dans la relation avec moi un certain progrès. Je ne suis pas toute seule à le prendre en charge évidemment, il voit 2 fois par semaine une orthophoniste, une psychomote également, et il a intégré une petite école maternelle spécialisée, le Combo de Rennes. Et au bout d'un an de thérapie à peu près, je croise au détour d'un couloir ma collègue psychomotricienne qui me lance un « dis donc, qui parle de mieux en mieux cet enfant ». Je me dis qu'elle va confondre avec d'autres patients qu'on a en commun. Et voilà, elle me le dira plusieurs fois, on confond beaucoup. Puis, quelques mois après, je reçois la mère de ce petit enfant pour faire le point sur la thérapie. Alors, de mon côté, moi j'avais observé 1000 progrès relationnels, des moments très riches, mais c'est toujours assez délicat de les transcrire aux parents, parce qu'il est plus avec moi en thérapie, où il accepte que je participe davantage à ces stéréotypes qui peuvent parfois être considérés comme décevants pour les parents, surtout s'ils n'observent pas chez eux la généralisation de ce qui se met en place si lentement durant la thérapie. Donc, je débute l'entretien pour voir où est-ce qu'elle en est, un petit peu, cette maman. Et elle me répond, et c'est vrai que depuis qu'il parle, c'est tellement plus simple. Depuis qu'il parle, ah oui, maintenant il fait même des petites phrases, et il dit je depuis pas longtemps. Je vais chez Bérangère, par exemple. J'ai répondu un hyper pathétique. Ah bah oui, oui. Ça remonte à il y a 14 ans. Vraiment, quand je vous le raconte aujourd'hui, et je l'ai beaucoup raconté, les étudiants ici l'ont certainement déjà entendu, j'ai la même sensation de montagne russe, vraiment. Des émotions qui ont vacillé à la vitesse de l'éclair, entre être contente de ce progrès, être choquée de ce progrès, être frustrée que ce progrès ait lieu partout, sauf chez moi, et être dépitée que ce progrès ait lieu partout, sauf chez moi. Alors, bon, aujourd'hui, je peux le reconnaître, je ne fais plus cas de ce petit mouvement narcissique que ça m'a demandé, mais je peux vous confier que vraiment, ça a été après pour moi très inconfortable de parler avec mes collègues de cet enfant qui l'entendait parler. Même en thérapie, j'étais envahie par cette problématique, je savais qu'il parlait et je n'observais en séance que son silence. La thérapie, qui est l'endroit pour dire, n'était utilisée que pour montrer qu'il n'arrivait pas à dire. Il m'a fallu prendre beaucoup de recul pour accepter que ce petit patient faisait peut-être confiance à mon cadre pour y laisser perdurer quelque chose d'archaïque. Là où dans ces lieux de rééducation, on lui demandait à l'inverse de progresser sur les acquis. Et c'est une phrase de sa maman, à un autre rendez-vous de point, qui m'a permis de prendre ce recul. Ce qui est sûr, c'est que même sous la pluie, venir 3 fois par semaine chez vous, ça ne le dérange pas. Bon, je ne vais pas remercier, elle m'a mis un petit pansement sur mon narcissisme. Et par la suite, ces écarts qui se sont joués sur les différentes scènes de thérapie ont été plus facilement appréhendables pour moi. Et la mise en commun de ces informations avec mes collègues devenue de plus en plus possible. Pour ce même enfant, une des plaintes des parents était sur la sélectivité alimentaire. Je devais dire son hyper-sélectivité alimentaire, plutôt, parce que dans la mesure, la seule chose qu'il mangeait, c'était le Baby Chef bio poulet carottes et un biberon de lait le matin. C'est vraiment exclusivement ça, et donc il a 9-10 ans quand je vous parle. Cette plainte n'était pas sans fondement du coup, car il y avait c'était un bébé un enfant qui buvait rien d'autre que son bib le matin, donc de lait. La question somatique se posait car il présentait un retard staturo-pondéral, et par ailleurs, même si ça c'est pas dramatique, il était tout orange du fait de manger autant de carottes. Donc ses mains et son pain étaient très orangés. L'orthophoniste, puis la psychomotricienne, avaient entamé un travail sur ce sujet sans trop de succès, voire même l'inverse, car cet investissement de la sphère orale, en ce qui concerne l'alimentation, semblait être intrusé par l'aspect un peu rééducationnel, et notre patient se montrait alors de plus en plus résistant, et ça entravait la suite des séances. À l'occasion de nos échanges, on a convenu que peut-être je pouvais essayer d'explorer cet aspect sur un des 3 créneaux de thérapie qui tombait à l'heure du goûter, à partir de la rentrée de septembre. Après avoir longuement échangé avec mes collègues sur leurs pratiques, en m'inspirant de ce qui se joue dans les repas thérapeutiques des patients ayant un trouble de l'oralité, j'ai mis à disposition, à la rentrée des classes, le jeudi après-midi, un petit goûter sur la table, à côté de sa boîte de jeux,
de thérapie. Alors je vous passe les détails de cette expérience nouvelle pour moi, dans laquelle j'ai mangé beaucoup de céréales Trésor de Kellogg's. Car une des étapes intéressantes pour lui avait été de me donner et de me faire manger des céréales. On arrive à la fin de l'année, on est en pleine période caniculaire. Il n'y a rien qui a bougé sur ce... rien. Et ça m'enthousiasme plus du tout ce petit protocole, mais je garde le même cadre quand même, le rituel du jeudi. Et puis un jour de grande chaleur, je lui sers donc les 4 trésors, je lui sers les miens, il me donne à manger les siens, les miens, et je me sers un peu d'eau, et je renverse un peu partout. On se met à patauger, et dans le jeu de patauge, je lui mets de l'eau, un peu sans faire exprès, sur son visage, autour de la bouche, notamment. Et mon ventilateur était allumé. Et à ce moment-là, le fait de sentir l'eau avec l'air, il y a quelque chose qui se joue autour de sa bouche, qui répond un petit peu à ce que Geneviève a théorisé, la notion d'anesthésie du museau. Et il y a un éveil comme ça, un peu sensoriel pour cet enfant-là. J'en profite pour sortir la pipe que l'orthophoniste m'avait conseillée et que j'avais complètement abandonnée depuis quelques temps. Et je commence avec lui à jouer, à essayer de boire avec de l'eau. Et ce jour-là, pour ce garçon, c'est devenu possible de boire de l'eau avec sa paille. Alors, ce n'était pas forcément les exemples les plus probants de ce qu'on mêle des protocoles et des théories. Enfin, c'est peut-être pas le procédé le plus cohérent, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la créativité, du moment et de l'opportunité. Et ça signifie que réfléchir à plusieurs sur différentes scènes thérapeutiques, injecter un regard clinique tout en proposant un dispositif plus comportemental, échapper un peu au dogme des matières et prendre dans sa caisse à outils les aspects qui nous sont utiles, n'enlevant rien à la valeur de la discipline, ni à celle du soignant. Dans notre cas, l'opportunité de ce ventilateur, qui pour le coup n'est associé à aucune discipline, que je devrais peut-être rejeter, nous montre que parfois, être au service du symptôme tel que le prône les TCC, par exemple, nécessite une souplesse et peut se faire dans le cadre de références psychodynamiques. Là où la rééducation peut avoir des limites dans certains cas, elle va dans d'autres, comme l'exemple du langage, probablement être la clé d'acquisition qui auront après des répercussions sur tous les champs. Cet exemple semble répondre à la notion que j'ai dit dans mon introduction. Il n'y a pas de méthode à appliquer, mais en prenant en compte les aspects intéressants pour nous de chacune des disciplines et en les mêlant, en gardant une forme de créativité ô combien nécessaire avec les enfants autistes, on parvient à proposer certains modèles, un modèle un peu sur mesure du patient, un modèle multidisciplinaire qui s'applique à l'évaluation, à la compréhension des troubles jusqu'à la prise en charge. Peut-être que c'est difficilement intégrable pour nous, justement, dans une société de rentabilité où le processus est rond. Merci de votre écoute.